L'importance des cadres théoriques pour l'analyse des effets des médias se révèle tout à fait efficacement quand on s'intéresse à la manière de représenter l'information et la manière de représenter les événements par les grands médias. Maintenant, au cours des 100 dernières années, il y a eu une multitude de cadres d'analyse différents pour mesurer les effets des médias sur l'audience, sur la population, sur la démocratie. Sur la perception de soi et des autres. Notre objectif, évidemment, aujourd'hui, n'est pas de faire le tour de parler de tous les modèles d'analyse. Ça serait tout à fait impossible. On parle ici de centaines de modèles et de variantes différentes. L'idée ici est beaucoup plus de présenter une sorte de tour d'horizon des principaux modèles théoriques d'analyse des effets de médias. Pourquoi est-ce tout à fait important? Eh bien, encore une fois, l'information va et les médias d'information nous permettent ultimement d'avoir notre vision du monde qui se forme. Si on admet le postulat selon lequel les médias jouent un rôle, un, dans la représentation des événements, et deux, que leur choix et que leur manière de présenter l'information dépend de variables autres que simplement le fait de défendre l'intérêt du public ou bien tout simplement le fait d'avoir une volonté de reproduire ou de rapporter les événements tels qu'ils ont eu. La question qu'on doit se poser, c'est bien alors, quels sont les filtres à travers lesquels on doit lire et suivre l'actualité afin de pouvoir avoir une vision cohérente des événements qui nous entourent? Le premier modèle important à aborder dans ce genre de vision d'ensemble est le modèle hypodermique, aussi connu sous le nom de modèle de la balle magique, dans le sens de balle de fusil magique. C'est une théorie des communications qui va avoir une forte importance, tout particulièrement au début, à l'émergence des médias de masse, entre la fin du 19e siècle et jusque, nous allons le voir, jusque les années 1930 et 1940. L'idée est relativement simple. L'idée est que les médias, essentiellement la population elle-même, est facilement influençable par le message médiatique. Donc, en l'occurrence, dès que les médias envoient un message à l'auditoire, au public, automatiquement, le public, comme un peu comme s'il se faisait automatiquement injecté de vérité, change sa perception, change son opinion sur des événements. L'idée, bien évidemment, c'est que l'audience est tout à fait passive, ne fait que recevoir, ne conteste pas, ne critique pas l'information qui lui est donnée et ne peut pas échapper à l'influence des médias. On s'entend que c'est comme une sorte de poisson dans un baril. Les médias ont juste besoin de tirer dans un public captif et d'un seul coup, la population, l'auditoire va automatiquement changer d'opinion. Ce modèle hypodermique a longtemps existé, en grande partie grâce aux effets liés, par exemple, à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme on va le voir, c'est un autre événement qui va véritablement illustrer l'efficacité ou la pertinence de ce modèle. En 1938, vous avez La Guerre des mondes de H.G. Wells qui est diffusée pour la première fois aux États-Unis. Il s'en suivra une sorte de panique assez généralisée sur la côte est américaine sur le fait que, effectivement, les extraterrestres sont en train d'envahir la planète et que l'armée est sur le coup. Et vous avez littéralement eu des exodes et des sections de la population qui ont cherché à s'échapper des extraterrestres qui s'en venaient. Le format de La Guerre des mondes de H.G. Wells, qui était un programme radio, c'était essentiellement sous la forme de nouvelles télévisées, vraiment de nouvelles en direct. Et le journaliste est en train de raconter au fur et à mesure qu'est-ce qui est en train de se passer, donc, avec ces extraterrestres qui sont en train d'envahir la Terre. Ultimement, il est important de mentionner que si ça va devenir l'exemple même visant à expliquer l'efficacité du modèle hypodermique, à bien des égards, des recherches subséquentes
tout particulièrement celle de Karl Lagerfeld et de Herta Herzog, au courant à partir des années 1940, vont justement sur cette base-là, sur la base de l'observation des effets de la guerre des mondes d'H.G. Wells, se rendre compte qu'ultimement, la réaction à la diffusion du téléroman ou du radio-roman était beaucoup plus déterminée par les attributs situationnels et les attitudes individuelles de l'auditoire. D'autre part, on va y revenir un peu plus tard avec un autre des modèles, on va se rendre compte surtout que ce qui va influencer une large part de la panique ne va pas être le fait que la population dans son ensemble est confrontée au message radio et qu'elle va ensuite réagir par panique, mais beaucoup plus que le message radio va venir atteindre certains individus qui, eux, vont réagir fortement et qui vont entraîner dans leur réaction leurs voisins, leur famille, leur entourage, leurs amis, etc. Donc, c'est, comme on peut le voir, un modèle intéressant d'analyse des médias, une sorte de modèle fondamental, très important dans l'évolution des médias, mais qui a par la suite largement été réfuté. Comme je le disais, dans les années 1940, on va commencer évidemment à remettre en question tout ce qui s'était passé pendant les années 1930, tout ce qui s'est passé évidemment avec la Deuxième Guerre mondiale, le système de propagande nazi, et on va se rendre compte finalement que le modèle hypodermique, le modèle d'inoculation, il y a des éléments qui sont difficilement explicables par ce modèle. Dans les années 40, Lagerfeld va donc analyser notamment les élections présidentielles de 1940, celle de Franklin D. Roosevelt, et son analyse va démontrer, en faisant une analyse comparative entre la couverture médiatique d'un côté et le taux de vote et les choix de vote des électeurs région par région, ils vont se rendre compte que les relations interpersonnelles, les contacts entre les individus avaient eu beaucoup plus d'impact dans la manière de percevoir les candidats que la couverture médiatique. En l'occurrence, on ne pouvait plus concevoir l'audience, les téléspectateurs et les lecteurs comme étant tout simplement facilement manipulables, mais qu'au contraire, il fallait qu'il y ait une relation directe avec l'émetteur du message pour que l'efficacité de son information soit plus élevée. Le modèle suivant va véritablement émerger à partir des années 1960. Il va y avoir une grande avancée et un nouveau modèle dominant va émerger au niveau de la compréhension des effets des médias de masse. Il s'agit de la théorie de l'agenda setting. L'agenda setting a été développé en 1968 dans l'étude Chapel Hill par McCombs et Shaw. Dans cette analyse, ils vont étudier les réponses de 100 résidents de, justement, Chapel Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis, et ils vont leur poser des questions sur quels étaient les événements ou les éléments de la dernière campagne électorale qui avaient été les plus importants pour eux, à savoir, qu'est-ce qui avait déterminé leur vote dans les dernières campagnes électorales, quels avaient été les événements qui, pour eux, étaient les plus déterminants, les plus importants. Et ils vont comparer les résultats de ces sondages individuels avec une analyse des médias nationaux et locaux pour essayer de voir dans ces médias-là quelles étaient au juste les informations qui étaient rapportées par les médias comme étant les plus importantes. Et ils vont justement se rendre compte que à défaut de dire aux individus quels étaient au juste ou quels sont au juste ce que la population doit penser au sujet d'un événement ou d'un autre, ou d'une situation ou d'un sujet ou d'un autre, les médias ont un rôle déterminant pour inculquer aux lecteurs, aux téléspectateurs, quels sont les sujets qui devraient être les plus importants pour eux. En l'occurrence, ce qui est important
peut être diffusé ou va être rapporté et va être influencé par la couverture médiatique, mais pourquoi et la position de ces individuels dans ces différents sujets-là ne va pas être portée par les médias. Il est important, soit dit en passant également, de mentionner qu'il y a plusieurs types d'approches en matière d'analyse d'agenda setting. Vous avez l'agenda setting politique qui s'intéresse véritablement à quels sont les facteurs qui vont influencer les prises de décision par les politiciens et les autres acteurs politiques. Vous avez la construction de l'agenda, ou agenda building, qui va être un modèle d'analyse sur essentiellement quels sont les sujets ou quels sont les éléments qui vont venir influencer le choix des médias, donc essentiellement qui va venir influencer les influenceurs. Et finalement, l'agenda setting du public ou de l'audience. Et là, on va s'intéresser véritablement c'est le point central finalement de cette école de pensée, de cette école de réflexion et d'analyse. Et on va s'intéresser notamment à comment est-ce que la population va décider ultimement quels sont les facteurs qui sont les plus importants et les déterminants dans leur vie. Ici, ça peut être des facteurs médiatiques, bien évidemment, mais également personnels, religieux, culturels et bien d'autres. Maintenant, ces éléments ont bien évidemment été largement diffusés et ils continuent à être diffusés aujourd'hui. Ils continuent à avoir un impact certain. L'agenda setting, cette capacité justement à déterminer quels sont les sujets qui vont devenir importants pour la population. Et on peut voir également entre le modèle hypodermique et le modèle de l'agenda setting qu'il y a véritablement un raffinement au niveau de l'approche théorique, mais aussi des techniques d'analyse des médias et de l'effet des médias sur la population. Le modèle suivant est le modèle de l'encadrement. Le modèle de l'encadrement continue à être important aujourd'hui encore, à savoir, c'est un modèle qui continue à être discuté, qui continue à être étudié, qui continue à être utilisé aujourd'hui pour étudier les phénomènes médiatiques et leur impact et leur effet sur la population. Le concept de l'agenda framing stipule essentiellement, ne s'intéresse pas essentiellement à qu'est-ce qui va être couvert ou non par les médias. Ça va être beaucoup plus, comme on l'a vu précédemment, lié à la question du agenda setting. Le media framing, ou l'encadrement des médias, s'intéresse à comment est-ce que les médias vont couvrir un sujet donné une fois qu'il devient digne d'intérêt. Il s'agit donc, en l'occurrence, de l'angle, de la perspective par laquelle la nouvelle, le reportage va être rapporté. On s'attend que les médias, on a beau penser que les médias sont objectifs et qu'ils sont non idéologiques, mais dans les faits, la plupart des reportages vont rapporter un type de parti pris, un type d'encadrement, et la capacité de retracer quel est au juste ou quels sont exactement les facteurs de cet encadrement est une des meilleures manières que l'on peut avoir pour véritablement lire à travers les lignes des médias de l'information pour y retrouver des éléments qui sont essentiellement beaucoup plus proches de la situation initiale authentique. Il y a énormément de facteurs qui peuvent affecter la manière des médias ou la manière que les journalistes individuels vont encadrer un débat ou vont encadrer un sujet. Il peut s'agir aussi bien de la race, de la classe, du genre, aussi bien des journalistes, des éditeurs, des propriétaires ou de l'audience elle-même. Tous ces facteurs vont influencer l'encadrement de la nouvelle. Par exemple,
Si vous prenez un journaliste qui n'a jamais été confronté à un racisme ou qui n'a jamais évolué dans une qui a toujours évolué dans un quartier ou dans une région extraordinairement homogène d'un point de vue sociodémographique, d'un point de vue racial, il est bien évident que ce genre de journaliste, si on lui demande du jour au lendemain d'aller couvrir une question comme la question du racisme systémique, eh bien va éventuellement évidemment avoir énormément de difficultés à rapporter la nouvelle, tout simplement parce qu'il n'a aucune compréhension fondamentale de ce que cela peut vouloir dire. De la même manière, il faut comprendre également, comme on l'a vu précédemment, que les reportages et la nouvelle dépendent en grande partie de facteurs tels que l'élément fantastique, l'élément spectaculaire, le conflit, etc. Ce qui fait en sorte que dans un événement, les journalistes, les éditeurs, les propriétaires vont tous essayer de trouver un angle, on appelle ça dans le terme un crochet, un hook, qui va permettre d'attirer l'attention du public. Il y a beau y avoir une manifestation avec des dizaines de milliers de personnes qui sont tout à fait pacifiques et qui contestent une politique régressive, une politique déplorable. Vous avez simplement besoin du travail de quelques casseurs ou un petit incendie pour d'un seul coup devenir le centre d'attention de toute la classe médiatique et de tous les journalistes qui sont sur place. Vous avez des expressions à n'en plus finir dans le domaine journalistique, par exemple, if it bleeds, it leads. Si ça saigne, c'est que ça va à la une, qui vient justement illustrer cette réalité, qui vient illustrer le fait que même si on a beau ne pas du tout rapporter l'essence même ou l'élément, la dimension fondamentale du sujet qui est rapporté, on a absolument besoin d'avoir un angle qui va permettre de conserver l'attention du public. Cette question de l'encadrement permet de comprendre comment deux stations de télévision ou deux médias qui sont différents et qui analysent exactement le même sujet peuvent avoir une couverture fondamentalement opposée l'une de l'autre. Ici, par exemple, vous avez un exemple classique entre Fox News Latino, qui est une sorte de sous-groupe ou de sous-station orientée à la population latino-américaine, dans laquelle on rapporte que dans un cas exceptionnel, une université donne 22 000 $ américains de bourse à un étudiant sans document. Sur la même chaîne, c'est-à-dire dans la même propriété médiatique, Fox News nationale va pour sa part donner comme présentation centrale de l'argent donné pour des illégaux. On s'entend que l'histoire elle-même, le sujet lui-même est exactement le même, mais la tournure, l'orientation, on pourrait presque dire, et oui, sans jeu de mots, l'encadrement du sujet fait ressortir deux nouvelles qui sont radicalement différentes. Et cela, ça nous amène à l'importance de comprendre l'audience et de comprendre tous les éléments qui affectent la couverture médiatique. Et ne serait-ce que l'audience ici serait tout à fait intéressante à voir. Dans l'exemple à l'écran, il est bien certain que le premier titre va être beaucoup plus acceptable ou va être beaucoup plus intéressant pour la population latino-américaine. En l'occurrence, c'est tout à fait compatible avec Fox News Latino. Et d'un autre côté, le même reportage, rapporté par Fox News Channel, qui s'adresse au contraire à une population beaucoup plus blanche, beaucoup plus conservatrice, voire, pour ne pas dire xénophobe, va éventuellement prendre exactement le même sujet, mais en l'orientant d'une manière qui est plus spectaculaire. Ici, vous pourriez faire l'exercice régulièrement de prendre un même reportage et de prendre deux sources différentes pour le même reportage, et vous allez remarquer ce genre de distinction systématique dans la manière d'encadrer un débat, dans la manière de présenter l'information. Il y a eu plusieurs éléments qui ont été développés et plusieurs évolutions de cette théorie centrale de l'encadrement.
Une des théories récentes les plus intéressantes est celle de la fenêtre d'Overton. Overton est un ancien spécialiste des communications qui a proposé le concept de la fenêtre d'Overton pour parler de ce qui est acceptable au niveau des débats publics dans les médias. À savoir, l'idée selon laquelle chaque sujet va avoir deux extrêmes, un extrême vers la gauche et un extrême vers la droite. Par exemple, on pourrait prendre un exemple tout simple de la question de la guerre à la drogue. Pour l'extrême gauche, par exemple, on va considérer que toutes les drogues devraient être décriminalisées, devraient être légalisées, qu'il devrait y avoir des centres d'injection à chaque coin de rue et qu'il devrait y avoir que tout l'argent qui est versé à la police en la matière devrait être donné à des organismes communautaires et au système de santé pour pouvoir traiter les individus qui sont affectés de la maladie de l'addiction. Ça va être un des extrêmes. À l'autre extrême, vous avez l'idée selon laquelle la seule approche acceptable pour faire face à la crise à la drogue, et la crise de la drogue, c'est à travers une répression systématique extraordinairement forte. L'emprisonnement massif des drogués eux-mêmes, des peines extraordinairement sévères, la reprise de toutes leurs propriétés, bref, et le retrait du droit de vote, bref, des positions, et soit dit en passant, ça pouvant aller même jusqu'à la peine de mort pour des récidivistes consommateurs de drogue. Là, ce que vous avez en l'occurrence, c'est où se place au juste la fenêtre d'Overton. Bien, habituellement, la fenêtre d'Overton va se retrouver en plein milieu de ces deux extrêmes. Ça va entourer ce qui est actuellement la politique en cours, et c'était essentiellement quelles sont les principales positions qui sont populaires d'un côté comme de l'autre. Là, vous avez la fenêtre d'Overton. Vous avez comment est-ce que le sujet va être encadré au niveau des médias du point de vue de ce qui est acceptable ou non. Mais la fenêtre d'Overton est également intéressante en tant que concept parce que loin d'être quelque chose de statique, Overton mentionne le fait que d'un côté comme dans un autre, chaque extrême va chercher à rattirer le débat public de son côté. À savoir, la gauche va constamment essayer d'infuser le discours médiatique de facettes beaucoup plus radicales qui va faire en sorte qu'étant donné plus le discours d'extrême va être radical, moins le discours qui est simplement sensible ou limite acceptable va devenir tout à fait acceptable. Et même chose pour la gauche qui va essayer de tirer la fenêtre de son côté pour que ce qui devienne essentiellement la politique en vigueur soit beaucoup plus le reflet d'un consensus directement le fruit d'efforts de mobilisation et d'efforts d'influence d'opinion publique. Dans une citation de 1998, Noam Chomsky d'ailleurs mentionne le fait que il faut toujours concevoir qu'une des meilleures manières de conserver la population de manière passive et obéissante est de limiter le spectre de l'opinion acceptable, mais d'accepter à l'intérieur de ce spectre les débats. Et même d'encourager les éléments plus critiques ou dissidents à l'intérieur de ce spectrum. Cela donne l'impression à la population qu'il y a véritablement une liberté d'expression, une liberté de penser, alors qu'en réalité, toute cette dimension de liberté d'expression se retrouve ultimement dans un cadre d'acceptable très, très, très limité. C'est là une approche très intéressante et qui, pour comprendre essentiellement les enjeux, pour comprendre le journalisme moderne, est extraordinairement utile. Nous arrivons au troisième modèle dominant aujourd'hui, et on pourrait dire que c'est certainement le modèle le plus répandu aujourd'hui. Il s'agit du two-step flow, ou encore une fois, modèle de communication à deux sens. Il s'agit en l'occurrence
d'une idée selon laquelle, je le mentionnais un peu plus tôt, les médias n'influencent pas directement l'opinion publique. Les médias servent à influencer les leaders d'opinion et c'est en réalité les leaders d'opinion qui vont à leur tour, influencer les gens qui les suivent. Quand on parle des stratégies d'influenceurs ou les influenceurs sur les médias sociaux, ça se réfère directement à ce concept-là. Mais c'est très, très, très loin d'être, d'être un modèle qui est nouveau, véritablement. Le concept lui-même existe depuis plus de 100 ans. Simplement pour vous donner un exemple, lors de la Première Guerre mondiale, en 1917 plus exactement, vous avez à l'entrée en guerre des États-Unis, vous avez le président américain Wilson qui va instaurer ce qu'on appelle la commission Creel ou le Committee on Public Information, le comité sur l'information publique, qui est essentiellement le premier ministère moderne de la propagande de l'histoire humaine, composé de journalistes, de penseurs, d'auteurs, de publicistes qui ont une mission, à savoir modifier l'opinion du public américain qui est alors hautement réfractaire à l'idée d'entrer en Première Guerre mondiale et de les transformer en une population prête à tout pour s'enrôler et participer activement au combat en Europe. Une des techniques fondamentales qu'ils vont utiliser pour le faire, ça va être à travers les 4-Minute Men. Ils vont recruter, ils vont identifier ces membres de la commission Creel, des milliers de leaders d'opinion dans toutes les régions, dans tous les villages, dans tous les États et dans toutes les villes américaines. Il va y avoir notamment des acteurs connus. Charlie Chaplin sera un des membres de ces 4-Minute Men. Et périodiquement, ces 4-Minute Men vont recevoir un scénario, un message directement du gouvernement, de la commission Creel, qui est un document à saveur patriotique, qui va dire par exemple, et ce dit en passant, c'est un texte qui doit être bien évidemment mémorisé et qui doit être donné par le 4-Minute Man devant une audience publique. En apparence spontanée, à savoir, vous avez par exemple une réunion du conseil municipal où vous avez une assemblée pour une pièce de théâtre ou un concert, et en attendant que le spectacle commence ou que la cérémonie commence, eh bien vous avez le 4-Minute Man qui va se lever et qui va donner un discours pendant 4 minutes à saveur patriotique. Par exemple, pour dire que alors que nous sommes sur le point de recevoir la visite de ces éminents musiciens, je trouve qu'il est important de donner une petite pensée à nos frères et à nos sœurs européens qui sont en train de souffrir sous le courroux et la violence des Allemands. Nous devrions tous faire notre part pour la nation et pour préserver la démocratie et pour faire en sorte que le monde devienne sécuritaire pour la démocratie. Des centaines de milliers de discours seront diffusés en l'espace de seulement quelques mois, de moins de 18 mois, touchant plusieurs centaines de milliers d'individus. Et soit dit en passant, bien qu'il soit toujours difficile d'établir un lien de causalité directe entre l'efficacité d'une stratégie de communication et entre le message et l'efficacité d'une stratégie de communication, le fait est que, en l'espace de quelques mois seulement, la population américaine passe d'une population qui est largement isolationniste, ne voulant absolument rien savoir de la guerre en Europe, à une guerre, à une population prête à tout finalement pour entrer en guerre contre ce qu'ils perçoivent être des Allemands assoiffés de sang et prêts à tout pour venir les attaquer directement sur le territoire américain. Cela nous amène à un auteur important, à mon avis, qui est Walter Lippmann, né en 1889, mort en 1974. Fort probablement un des auteurs les plus importants et des auteurs politiques et médiatiques les plus influents du XXe siècle. Il va être notamment celui qui va venir avec le concept et qui va donner pour la première fois le concept de guerre froide.
Lippmann est surtout un grand critique, malgré qu'il est lui-même chroniqueur de haut niveau aux États-Unis. Il va être également extraordinairement critique du rôle des médias en démocratie et du rôle des médias dans le domaine de l'information et dans leur rôle finalement dans une démocratie en santé. Il est important ici de faire une petite parenthèse avant d'arriver au dernier modèle théorique sur justement, mais comment juste est-ce que l'on perçoit auprès d'une classe d'élite le rôle des médias dans la société. Walter Lippmann va être tout à fait direct et franc quand il écrit notamment: la très grande majorité de la population qui sait lire n'est aucunement intéressée à apprendre et à assimiler les résultats d'enquêtes approfondies. Elle est trop égoïste pour s'intéresser à quelques forces de politique, à moins que cela ne les implique directement et au niveau local. Dans son livre, dans un de ses livres les plus importants, Public Opinion, cet homme, Walter Lippmann, qui est, soit dit en passant, il ne faut pas l'oublier, conseiller des présidents américains, de Wilson de Woodrow Wilson jusqu'à Nixon. Donc pendant plusieurs décennies, il va être le conseiller des princes, un peu à la manière de Machiavel. Cet auteur va écrire notamment dans Public Opinion: les médias de masse servent de système pour transmettre des messages et des symboles à la population. C'est leur fonction essentielle d'amuser, de divertir, d'informer et d'inculquer les individus avec les valeurs, les croyances et les codes de conduite qui les intégrera dans les structures institutionnelles de la société au sens large. Dans un monde où une bonne partie de la richesse est concentrée entre les mains d'une très petite minorité et où il existe des conflits de classe majeurs, jouer ce rôle nécessite de s'adonner constamment à l'exercice de la propagande. En l'occurrence, dès 1922, l'élite économique, médiatique, politique américaine est déjà tout à fait consciente de la réalité du rôle des médias en Occident et dans les régimes démocratiques. Thème qui va d'ailleurs être repris un peu plus tard par Harold Lasswell, l'un des plus grands penseurs des théories des communications et des théories notamment de la propagande, qui va écrire: nous devons mettre de côté les dogmatismes démocratiques selon lesquels les hommes sont les meilleurs juges de leurs intérêts. Il apparaît comme évident que les hommes ne savent absolument pas où résident leurs intérêts, puisqu'ils changent constamment d'opinion sans avoir de raison solide pour cela. Encore une fois, je tiens à le mentionner, ce n'est pas une question de théorie de conspiration, c'est une réalité. Les grands penseurs politiques, les grands penseurs médiatiques s'entendent pour la plupart sur un rôle marginal que peut avoir la population véritablement dans le rôle démocratique. Et ils s'entendent également pour renforcer l'idée selon laquelle ce sont la classe et l'élite politique, économique, sociale qui, à travers les médias de masse, sont les seuls acteurs qui peuvent plausiblement diriger une population qui est trop bête, ultimement, pour prendre des décisions dans leur intérêt. Et cela nous emmène en l'occurrence, ce triste constat, nous amène ultimement à notre dernier modèle théorique, celui récent, un peu plus récent que les précédents, du modèle politico-économique. Le modèle politico-économique d'Hermann et Chomsky, aussi connu sous le modèle de propagande, a été développé en 1988 par Edward Herman et Noam Chomsky. Edward Herman est un professeur de finance, professeur universitaire de finance. Noam Chomsky, pour sa part, est un professeur de linguistique. Et maintenant, il est important, avant de continuer avec cette présentation, de faire un petit détour sur justement Noam Chomsky. Pourquoi parler brièvement de Noam Chomsky? Eh bien, c'est parce que c'est probablement une des personnes les plus mal vues dans le domaine, tout particulièrement de la science politique. Il n'est pas rare d'avoir des professeurs qui ont une éruption cutanée sévère dès qu'ils entendent le nom Noam Chomsky. Pourquoi?
Mais pour le comprendre, il faut savoir qu'il y a trois facettes différentes à Noam Chomsky. Premièrement, Noam Chomsky, là où il a fait sa réputation, son expérience, et là, ce qui lui a donné un poste de haut niveau à MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l'une des universités les plus prestigieuses de la planète, c'est son travail en tant que dans le domaine de la linguistique. Noam Chomsky est, depuis les années 1960, la référence probablement absolue dans le domaine de la linguistique. Il va avoir révolutionné le domaine avec son concept de grammaire générative. Et c'est intéressant, évidemment, dans le domaine du journalisme, de la communication et tous les domaines liés au sens social, de réaliser l'importance justement de la linguistique et de l'avancée de Chomsky dans le domaine. Pendant longtemps, la linguistique, dans un point de vue skinnérien, qui était l'école de pensée précédente, le langage était un élément qui était acquis. À savoir, chaque individu, chaque enfant apprenait à parler simplement par le contact avec les autres, par le contact avec sa famille, le contact avec son environnement social, son école, et essentiellement, c'était cet environnement social qui inculquait aux enfants le langage. Noam Chomsky va arriver, jeune universitaire, et il va arriver avec un postulat tout à fait révolutionnaire. Il va mentionner la problématique suivante. Si on accepte l'idée selon laquelle le langage est acquis, comment expliquer dans ce cas-là que, où que ce soit sur Terre, quel que soit le niveau de développement de la société, quel que soit le niveau de richesse de la société, nonobstant le fait que ce soit une société qui est écrite ou qui est orale, que ce soit une société comme primitive des jungles de Bornéo ou de la banlieue ouest de Baltimore ou d'Ottawa ou de Montréal, où que ce soit sur Terre, les enfants apprennent le langage, apprennent à parler à peu près au même moment. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait que de tels déséquilibres dans l'environnement, dans la stimulation d'un enfant puissent quand même arriver à un niveau et un apprentissage du langage au même moment de développement? Eh bien, Chomsky dit ce n'est pas possible. En l'occurrence, il doit y avoir un langage inné. L'être humain, l'enfant, doit naître avec, dans son système nerveux, dans son cerveau, dans son ADN, des éléments qui sont déjà inscrits. Une sorte de programmation qui le rend apte à véritablement apprendre un langage. C'est cette programmation, ce programme de base neurologique que Noam Chomsky va appeler la grammaire générative, ou qui va notamment dire que le langage n'est donc pas acquis, il est inné. Et ça, évidemment, ça va faire en sorte que Chomsky, depuis les années 1960, est, du point de vue de la linguistique, la référence à travers la planète. Mais ça, c'est la première des trois facettes de Chomsky. La deuxième facette de Chomsky se trouve dans le domaine, on pourrait dire, de la critique politique. Noam Chomsky est l'un des critiques de la politique américaine, plus spécifiquement de la politique étrangère américaine, un des critiques les plus virulents des 40 dernières années. Il a publié des dizaines de livres qui se sont écoulés par millions d'exemplaires. Simplement pour vous donner un registre d'exemples, un registre d'idées, Noam Chomsky est le troisième auteur le plus cité dans les sciences sociales. Les deux premiers auteurs, les deux premiers manuscrits, livres, c'est la Bible et le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Et Noam Chomsky est la troisième source la plus citée, l'auteur qui revient le plus souvent. Ça, bien évidemment, vous aurez compris qu'il peut y avoir une certaine mesure de jalousie chez certains professeurs universitaires, tout particulièrement dans le domaine politique, qui vont être très heureux s'ils arrivent à vendre 200 exemplaires de leur dernier livre sur les principes politiques en Mésopotamie inférieure lors du IIIe siècle. Chomsky, bien évidemment, par son succès, va déranger, mais également par ses propos, par ses arguments, qui sont toujours, soit dit en passant, très bien appuyés, il va déranger.
Je tiens à mentionner une chose par contre, c'est que Chomsky n'a jamais prétendu être un auteur, un politologue. Ses livres extraordinairement populaires, comme Les dessous de la politique de l'oncle Sam, sont, comme je le disais, fascinants, mais ne sont absolument pas le fruit d'une démarche académique ou universitaire, ce qui en fait des sources universitaires très difficilement utilisables. Mais n'empêche que c'est quand même un auteur tout à fait fondamental. La troisième facette de Noam Chomsky, celle qui nous intéresse particulièrement maintenant, c'est celle d'être un analyste des médias. À travers notamment et tout particulièrement son livre La manufacture du consentement, d'où est tiré le modèle politico-économique, Noam Chomsky constitue encore aujourd'hui, dans le domaine des médias de masse, dans le domaine du journalisme, une référence importante pour comprendre la manière et les choix qui vont amener un traitement particulier d'événements spécifiques dans les médias de masse. Et c'est ce modèle que nous allons voir maintenant dans la dernière partie de ce bloc. Le modèle de propagande part à la base d'un concept de filtre, à savoir l'idée est que entre l'événement lui-même, l'événement tel qu'il a lieu, et l'événement tel qu'il est représenté pour l'auditoire, pour le téléspectateur, pour le lecteur dans les journaux, eh bien, l'événement lui-même va passer à travers une série de filtres de l'information qui vont venir en affecter la portée, la valeur, la dimension véridique, ou, soit dit en passant, bien évidemment, le cadre. C'est cette dimension-là qui va être étudiée par Hermann et Chomsky dans leurs livres. Et il y a donc, en l'occurrence, 5 filtres différents de l'information. Je tiens à mentionner que ces filtres de l'information ont très souvent été récupérés dans les manuscrits scientifiques pour étudier les médias de masse. En l'occurrence, il n'est pas rare de trouver, par exemple, des études sur le New York Times, sur la presse, sur le Citizen, le Globe and Mail, etc., qui vont faire une analyse, par exemple, à la Chomsky, en prenant le filtre de propriété ou le filtre de publicité, etc. Maintenant, passons à travers ces principaux filtres de l'information. Le premier filtre est le filtre de la propriété. L'idée ici est que chaque groupe médiatique va ultimement faire partie d'un empire économique beaucoup plus vaste. C'est tout particulièrement le vrai avec les vagues de concentration, les vagues de consolidation des médias auxquelles on peut assister depuis les 50 dernières années. En l'occurrence, chaque groupe médiatique habituellement va faire partie d'un conglomérat beaucoup plus vaste. Walt Disney va bien évidemment avoir la chaîne de télévision ABC, qui est considérée comme une des premières chaînes de télévision nationale aux États-Unis, mais ce même empire médiatique va également avoir une multitude de studios de cinéma, il va avoir des chaînes de télévision spécialisées, ils vont également avoir évidemment des centres de divertissement et de villégiature, et même, par exemple, des services de diffusion en ligne tels que Hulu ou Disney+. En l'occurrence, vous avez une multitude d'avoirs qui sont directement liés, finalement, à l'empire généralisé de Disney. Même chose pour AT&T, même chose pour Comcast, pour Time Warner, qui vont aussi avoir des intérêts, par exemple, dans les jeux vidéo, qui vont avoir des intérêts en tant que fournisseur de produits Internet, fournisseur de réseaux cellulaires, etc., etc., etc. Certains conglomérats, d'ailleurs, sont encore plus complexes. Si on prend l'exemple canadien, vous avez notamment certains des conglomérats qui vont regrouper des intérêts qui s'éloignent encore plus de la simple dimension du divertissement, de l'information. Vous avez des conglomérats qui vont également avoir, par exemple, qui vont faire partie d'empires qui comptent des agences de relations publiques, des agences ou des compagnies de placement financier ou de services financiers, des compagnies, le meilleur exemple au cours des dernières décennies, c'était la Power Corporation, la compagnie de la famille Desmarais, l'une des plus grandes fortunes canadiennes.
qui avaient notamment, en plus de leur propriété de la presse et le Soleil de Québec, deux des principaux journaux francophones en Amérique du Nord, avaient également toute une série de journaux régionaux, mais en plus de cela, avaient surtout dans leur empire des compagnies faisant la privatisation de l'eau, des compagnies d'assurance, des compagnies, comme je le disais tout à l'heure, de placement financier. Et c'est là justement que le filtre de propriété rentre en compte. La question est la suivante. Si vous êtes journaliste pour la presse, par exemple, vous avez un reportage intéressant sur les problèmes liés à l'industrie de l'assurance et notamment le fait que le lobby de l'assurance fait énormément de pression sur le gouvernement fédéral pour déréglementer l'industrie. Eh bien, si vous êtes journaliste à la presse et que vous savez que la société mère, que votre employeur ultime, a de gros intérêts dans le domaine, justement, de l'assurance, allez-vous risquer de vous attirer les foudres, ou du moins de mettre dans l'embarras votre employeur? La plupart des journalistes, sans même se faire dire qu'ils devraient aller faire autre chose, vont naturellement s'auto-censurer et aller chercher des reportages qui ne vont pas affecter directement les bénéfices de la société mère. Ça, c'est la première facette. La deuxième facette, tout aussi importante, c'est que ces grands conglomérats ont eux-mêmes des partenariats, des alliances et font affaire avec une multitude d'autres grandes compagnies, d'autres grandes entreprises et d'autres grands conglomérats. En l'occurrence, encore une fois, si vous travaillez pour, par exemple, Rogers, et que vous savez que, bien évidemment, vous allez faire un reportage qui risque de mettre dans l'embarras un client régulier au niveau ou un de vos distributeurs réguliers, les chances sont que vous allez vous-même dire c'est peut-être une meilleure idée d'aller faire un reportage sur autre chose. C'est probablement le filtre le plus facile à identifier d'un point de vue d'analyse du travail journalistique, parce que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est une brève analyse, justement, de qui est le propriétaire du journal, pour pouvoir déceler exactement comment est-ce que la couverture d'un sujet, par exemple, peut être influencée. Le deuxième filtre est le filtre de la publicité. Maintenant, on a pu le voir à plusieurs reprises jusqu'à maintenant à quel point l'émergence et l'existence de médias de masse qui sont commerciaux vient directement influencer la qualité du produit. La qualité, non même pas du produit, ce serait le mauvais terme, mais la qualité de l'information tout simplement. À travers une volonté de présenter quelque chose qui est spectaculaire, quelque chose qui est lié au conflit, au sexe, au scandale, à l'événement, bref, tout ce qui peut être plus cosmétique comparativement à ce qui est un débat substantiel, un débat fondamental. La dimension de cette réalité d'existence de médias commerciaux se reflète également dans la question des sources, de la publicité. Pourquoi? Eh bien, puisque ce sont les publicitaires qui maintiennent en vie, on pourrait presque dire maintiennent artificiellement en vie beaucoup de médias traditionnels, les médias traditionnels doivent tout faire pour maintenir le pouvoir et leur annonceur de base. Quand on regarde, comme on le voit à l'écran, la liste des principales compagnies qui payent de la publicité aux États-Unis, on se rend compte à quel point beaucoup de ces acteurs ont des pratiques commerciales, des pratiques économiques, des pratiques en matière de production ou de traitement des sous-traitants qui est hautement discutable. Mais alors là, la question revient à la chose suivante. Un journaliste va-t-il faire un reportage ou va-t-il aller en profondeur sur des scandales affectant directement un annonceur d'importance de son groupe médiatique? Et la réponse, la plupart du temps, c'est bien évidemment non. Il ne s'agit pas habituellement d'une pression externe sur le journaliste ne devrait pas
traiter tel ou tel sujet, mais il est bien certain, encore une fois, un peu de la même manière qu'à travers le filtre de propriété, que le journaliste sait très bien que s'il commence à s'attaquer à un des principaux annonceurs de sa télévision ou de son journal, ses possibilités de progression, ses possibilités de, de monter dans la hiérarchie de la compagnie vont être largement limitées. Maintenant, vous avez une multitude d'exemples clairs de comment juste est-ce que ce filtre de publicité s'exerce. Un des exemples les plus intéressants, il y a quelques années, vous aviez des journalistes d'une chaîne locale de Fox en Floride qui avaient travaillé, des journalistes d'enquête de très grand renom, qui avaient travaillé sur l'utilisation d'une hormone une hormone particulière pour les vaches laitières. C'était une hormone qui, donnée aux vaches laitières, permettait une augmentation phénoménale de la production laitière. La question qui était alors posée, c'est y avait-il des liens directement entre, il y avait des conséquences médicales à l'utilisation de cette hormone. Ce que la recherche avait démontré, c'est qu'il y avait des conséquences au niveau de l'augmentation de certains taux de cancer. Ça, c'était une des facettes. Mais l'autre facette, c'était que la recherche avait démontré qu'il n'y avait effectivement pas de lien direct avec l'utilisation de l'hormone qui se retrouvait dans le lait. À savoir, on ne retrouvait pas l'hormone elle-même dans le lait, ce qui était une des premières choses qui était vantée par la compagnie. Mais par contre, on trouvait une autre réalité. L'utilisation de l'hormone faisait une tellement grande augmentation de la production laitière que les pies des vaches eux-mêmes, complètement engorgés, avaient tendance à s'infecter. En l'occurrence, il y avait du pus qui se retrouvait régulièrement dans la production et dans la chaîne de production laitière. D'autre part, pour traiter de ces infections, les vaches laitières qui recevaient cette hormone-là recevaient également de doses importantes d'antibiotiques qui, elles aussi, se retrouvaient dans l'alimentation. En l'occurrence, il y avait là matière à scandale, il y avait la matière d'urgence d'un point de vue de santé publique. Les journalistes font un reportage extraordinairement cohérent, rigoureux. Le reportage passe devant une armée d'avocats de la compagnie pour s'assurer que chaque virgule est à sa place et que les risques de poursuite sont marginalisés. Quelques heures avant la diffusion, la chaîne, comme il se doit dans les bonnes pratiques journalistiques, vont envoyer le reportage à la compagnie fabriquant cette hormone, qui va répondre très rapidement avec une mise en demeure interdisant bien évidemment la diffusion du reportage. Et là, d'un seul coup, ça va être le début d'une grande saga juridique et une grande saga sur la pression et le travail et la liberté d'expression et de travail des journalistes. Une des choses que la compagnie va faire, c'est faire pression, bien évidemment, sur la chaîne. Mais là, il faut comprendre une chose que je n'ai pas encore dit jusqu'à maintenant. La chaîne est une chaîne locale, à savoir une chaîne de Fox News, mais locale, à savoir elle a une autonomie de fonctionnement, mais elle continue à être sous le parapluie de Fox News nationale. Fox News est bien évidemment une chaîne d'information conservatrice aux États-Unis très importante, mais c'est également une chaîne qui fait partie de l'empire News Corp. News Corp est l'un des plus grands conglomérats d'information de la planète, avec des propriétés aux quatre coins du globe. Maintenant, le client, à savoir l'annonceur, cette fois-ci, le producteur de cette hormone, c'était Monsanto. Monsanto est l'un des plus importants annonceurs au niveau des États-Unis. Et au niveau, soit dit en passant, de la planète, avec des produits notamment tels que le Roundup et beaucoup d'herbicides, par exemple, et de produits chimiques de la sorte. Que va faire Monsanto? Bien, ils vont envoyer bien évidemment des messages à non pas la chaîne locale, non pas même la direction de Fox News, mais carrément à la direction de News Corp. Et essentiellement, ce qu'ils vont dire, c'est la chose suivante. Ils vont dire, on a entendu parler de votre petite chaîne locale très amusante qui est sur le point de faire un reportage sur notre produit. C'est très très drôle. Qu'est-ce que vous diriez de perdre tout le budget publicitaire, pas seulement en Floride, pas seulement aux États-Unis, mais sur la Terre en entier?
Et là, il s'en suivi une saga juridique s'étalant sur plusieurs années. Ça prendra des années avant que les journalistes finalement obtiennent la diffusion du reportage qui aura été largement tronqué en chemin à des coûts astronomiques en matière d'avocats. Les journalistes vont eux-mêmes être congédiés, vont obtenir réparation par la suite. Enfin bref, toute une expérience fantastique pour un reportage dans une chaîne locale de nouvelles. Mais ce qui vient parfaitement donner un exemple de la pression et le poids que les journalistes peuvent avoir, aussi bien de manière passive, à travers l'autocensure des journalistes sur certains sujets, mais également de manière passive pour empêcher la diffusion de certains reportages ou certaines informations problématiques. Le troisième filtre est le filtre des sources. Le filtre des sources est probablement un des filtres le plus utilisé au niveau de la recherche sur les effets des médias. À savoir, pour comprendre l'orientation d'un reportage, vous avez simplement habituellement besoin de voir quelles sont les sources qui sont utilisées. Puisque les journalistes ont depuis plus de 100 ans délaissé leur responsabilité de véritablement enquêter, beaucoup de leur travail désormais se limite au simple fait de donner la parole à un point de vue, de donner la parole à son opposé ou à son opposant, et de laisser ensuite au public le soin de faire son opinion sur le sujet. Cela fait en sorte, bien évidemment, que la variété des nouvelles et la couverture des nouvelles dépend entièrement des sources. Et là, ce que mettent de l'avant Herman et Chomsky, c'est le fait que les sources elles-mêmes, quelles sont juste les sources elles-mêmes? Eh bien, les sources elles-mêmes sont largement des sources institutionnelles, parce que ce sont celles qui sont les plus facilement disponibles. Ce sont les sources académiques, universitaires, ce sont les sources officielles dans les postes de police, dans les porte-paroles des grands ministères, de la mairie, de la province, du gouvernement fédéral. Ça se trouve dans les bureaux, dans le service des communications des grandes compagnies. Bref, les sources vont surtout se trouver auprès d'organisations, d'individus ou de regroupements qui ont des moyens. En l'occurrence, la variété des sources est largement limitée par l'accessibilité qu'ils peuvent donner. Et plus une compagnie a des moyens en matière de techniques de communication, et plus il va être en mesure d'alimenter finalement et de répondre rapidement aux journalistes avec des prises de position qui sont soignées, qui sont officielles et qui sont bien évidemment sans risque pour le journaliste, qui peut reprendre une source officielle, la retransmettre, la réimprimer, la rediffuser sans aucun risque de se faire poursuivre pour mensonge ou pour parti pris, etc., etc. Donc, l'importance des sources au niveau du modèle de propagande est tout à fait importante. Le quatrième filtre est le filtre du FLAC. Qu'est-ce au juste que le FLAC? Le FLAC, ce sont toutes les techniques actives et passives qui font pression sur les journalistes dans le domaine de leur couverture. Petite définition ou description, le concept de FLAC vient directement des tours de FLAC, qui étaient des sortes d'énormes bunkers qui étaient fabriqués dans les grandes villes allemandes lors de la Deuxième Guerre mondiale et sur laquelle se trouvaient des dizaines de canons anti-aériens. Dès que les bombardiers alliés s'approchaient des villes allemandes, bien évidemment, vous aviez ces tours en plein milieu de la ville qui permettaient de tapisser le ciel de munitions anti-aériennes et ainsi limiter l'efficacité des bombardements alliés. Herman et Chomsky utilisent cette idée, ce concept, pour illustrer tous les outils qui sont déployés, comme je le disais, pour limiter la critique, pour limiter l'efficacité des critiques médiatiques. Et là, il faut voir qu'il y a deux facettes à la question du FLAC. Vous avez un FLAC qui est passif et un FLAC qui est actif. Le FLAC passif, c'est essentiellement pour revenir à la question, par exemple, des relations publiques ou des services de communication des grandes compagnies. C'est tout le travail qui va être fait pour diffuser des informations positives sur un client ou sur une personne.
à savoir nouvelle ouverture d'une nouvelle usine, plein d'employés qui vont être embauchés dans la région. C'est tel multimillionnaire a décidé de donner une bourse de 2 millions de dollars pour des étudiants dans le besoin. Toute une série d'éléments qui permettent de dépeindre un acteur, de dépeindre une compagnie, un parti politique, un acteur politique sous un jour favorable et qui vient contribuer à faire en sorte que si jamais il y a une nouvelle négative qui émerge à son sujet, elle vienne se heurter à travers le concept de la dissonance cognitive à la présupposition de l'auditoire, à l'idée préconçue positive que l'auditoire s'est construite au fur et à mesure que toutes ces nouvelles positives ont été diffusées au fil de l'an. Ça, c'est la première facette du FLAC, la dimension passive. Mais le FLAC a également une composante qui est active, à savoir, à chaque fois que vous avez une critique dans un journal, par exemple, prenons la question des sables bitumineux. Vous avez un reporter d'un journal de l'Est canadien qui décide de faire un reportage sur la dangerosité des pipelines, par exemple, ou de la proposition pour l'agrandissement d'un pipeline. Si la critique vient directement d'un grand producteur de pétrole, il est évident que dans l'esprit du public, cette critique va être perçue d'une manière qui est douteuse. À savoir, c'est évident que la compagnie va se défendre. Par contre, à travers ce qu'on appelle le astroturfing, à savoir la création de faux groupes de recherche, par exemple, financés par la pétrolière ou l'industrie pétrolière, vous êtes capable de répondre aux journalistes en disant « Cette critique est tout à fait déplacée quand on considère, par exemple, le travail de telle et telle chaire de recherche sur les énergies qui mentionne à quel point l'utilisation des pipelines s'associe de vers lendemain, de moins de problèmes en matière environnementaux, et tout le monde est plus heureux, tout le monde a plus d'argent, tout le monde est plus en santé. Ça, c'est une des facettes à travers, justement, comme je le disais, ce concept de l'astroturfing. Un autre élément tout à fait classique au niveau de la réponse, c'est l'exemple qu'on a vu précédemment au niveau du journal et des journalistes de Floride. Simplement, le fait d'envoyer des poursuites, très souvent des poursuites bâillons, peut également faire effet des FLAC. À savoir, vous êtes sur le point de vous faire accuser dans les médias de malversation ou de corruption, une des meilleures manières d'y faire face, c'est tout simplement d'envoyer une armée d'avocats. C'est tout particulièrement intéressant quand, par exemple, prenons un exemple fictif, mais pas vraiment. Vous faites partie d'un petit groupe communautaire qui s'oppose localement à l'implantation d'un nouveau tronçon d'oléoduc sur son territoire. Vous êtes 15 personnes, des citoyens concernés, puis vous décidez vous avez ouvert une page Facebook et vous faites une annonce et vous dites, on va aller faire une manifestation sur le bord de la rue, venez avec nous, vous avez 20-25 personnes qui se retrouvent sur le bord de la rue. Et là, quelle peut être la réponse de la compagnie pétrolière? Ça va être d'envoyer l'armée d'avocats. À savoir, et pas pour une poursuite, bien évidemment, ça serait trop facile. Mais par exemple, la page Facebook va être décortiquée par les avocats de la compagnie pour chaque virgule, chaque terme, chaque mot, chaque phrase. Chaque image, tout va être décortiqué et chaque chose qui peut être considérée comme ou qui peut être dépeint comme étant délétère face à la compagnie ou au projet va faire l'objet d'une poursuite indépendante. Donc revenons à votre point initial, vous êtes dans un petit organisme local et du jour au lendemain, à travers votre mobilisation citoyenne, vous vous retrouvez face à 500 différentes accusations qui vont toutes être évidemment rejetées par un juge, par n'importe quel juge, mais même à cela, vous avez besoin de représentation pour faire face
et fera face et aux dépositions et à chacune des 500 accusations qui sont déposées contre votre groupe. La compagnie revient, ou les avocats de la compagnie reviennent en disant « Oui, mais écoutez, nous avons décidé d'être magnanimes et finalement, si vous signez cette petite lettre disant que vous regrettez votre position, que finalement vous considérez que les oléoducs c'est très bon pour la santé finalement, que vous vous assurez de ne plus jamais vous remobiliser comme vous l'avez fait avec les membres de vos organisations, eh bien nous sommes prêts dans notre magnanimité et grande générosité à abandonner toutes les poursuites. » Évidemment, la plupart des gens vont abandonner et vient directement exemplifier encore une fois ce concept de tour à flaque, de réponse massive à des critiques par rapport à un client dans les médias de masse. Ce qui nous emmène au cinquième et dernier filtre de l'information selon le modèle de propagande. Il s'agit de l'anticommunisme, aussi connu sous le terme d'anti-idéologie. Maintenant, il s'agit bien évidemment d'un concept qui a émané dans la guerre froide, le livre étant publié dans les années 1980. Donc, il s'agissait finalement d'un concept pour dire à quel point la critique pouvait rapidement être associée à des accusations que la personne qui formulait les critiques pouvait tout simplement être un défenseur de l'ennemi. Par exemple, supposons que vous êtes un journaliste et que vous osez critiquer, par exemple, la politique des États-Unis au Moyen-Orient, d'un seul coup, une des premières critiques qui va venir, c'est que vous êtes pour le communiste, vous n'êtes pas vraiment patriote, et ça a un poids extraordinairement lourd sur les journalistes et les médias qui ne veulent certainement pas se faire taxer de travailler pour l'ennemi. Après la chute du mur de Berlin et de l'Empire soviétique, vous allez avoir Hermann et Chomsky qui vont réajuster ce concept-là et qui vont, au lieu de parler spécifiquement d'anticommunisme, vont commencer à parler d'anti-idéologie. Après en anticommunisme, notamment, vous avez d'autres anti-idéologies qui vont émerger. Par exemple, la guerre à la drogue va être une des premières anti-idéologies qui va être utilisée pour attaquer quiconque remet en question les approches du gouvernement en matière de répression. Soit dit en passant, cette question de la guerre anti-drogue a été largement l'excuse utilisée dans les années 80, tout particulièrement, mais aussi 90, pour justifier des interventions militaires américaines, notamment au Moyen-Orient et surtout en Amérique latine. Évidemment, après les attentats du 11 septembre 2001, vous allez avoir la question de la guerre au terrorisme qui va devenir la dernière idéologie. Et là, vous avez beaucoup d'exemples qui sont venus directement illustrer cette dimension-là. J'ai deux exemples particuliers là-dessus. Par exemple, 2 semaines environ après le 11 septembre, quand vous avez la programmation qui a commencé à revenir, une programmation régulière qui a recommencé, l'animateur de l'émission Politically Incorrect avec Bill Maher, qui était sur les ondes de ABC, va, à sa première émission au retour, va répondre à des membres de son panel, des invités sur le plateau, qui disent que les gens qui ont attaqué le 11 septembre, ce sont des froussards et ce sont des gens pas courageux. Et Bill Maher va leur répondre avec la phrase choc suivante. Il va dire, on peut dire plein de choses de ces gens-là. On peut dire que c'est des tueurs, que c'est des psychopathes, que c'est des assassins, que c'est des terroristes. Mais on ne peut pas dire que ce sont des lâches. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont attachés à un avion et ont foncé dans un building. Contrairement aux États-Unis, qui font tout simplement balancer des missiles téléguidés de l'autre côté de la planète. Et ça, c'est essentiellement, l'association étant essentiellement que les États-Unis étaient ultimement couards, étaient ultimement ceux qui manquaient de courage. Eh bien, dans les heures qui vont suivre, l'émission de Bill Maher, qui est pourtant bien populaire, va se faire annuler par ABC. Et interroger le lendemain ou le surlendemain le secrétaire à l'époque, le secrétaire de presse Harry Fleischman de George Bush à l'époque, se fait poser une question sur le renvoi de Bill Maher. Il va répondre, oui, ça c'est un signe très clair que qu'en ces temps, les journalistes et les gens ne devraient pas dire n'importe quoi et dire ce qui leur plaît. Le lien était clair.
vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez dans un contexte de guerre au terrorisme. Environ moins de 2 ans plus tard, alors que les États-Unis sont sur le point de commencer une nouvelle guerre contre l'Irak, considérée largement comme étant tout à fait basée sur des faussetés, des mensonges et essentiellement une manipulation de la population, vous avez sur la chaîne de télévision MSNBC l'animateur Phil Donahue. Phil Donahue est la superstar de la chaîne, c'est l'animateur avec les plus hautes cotes d'écoute de toute la chaîne, mais il va se faire congédier quelques semaines seulement avant le début de l'intervention américaine en Irak, avec quelques jours plus après son renvoi, vous allez avoir des courriels qui vont être relâchés au public entre la haute direction de MSNBC qui dit « On ne peut pas avoir Phil Donahue comme figure de proue de MSNBC dans un contexte de guerre. On ne veut pas paraître comme étant antipatriotique ou comme étant des traîtres à la nation. » Donc, ces 2 exemples viennent exactement vous montrer à quel point la pression sociale, politique de l'état d'esprit du moment va avoir également un impact sur la couverture médiatique, sur le travail des journalistes, sur le choix éditorial, etc., etc., etc. Maintenant, pour conclure cette séance sur la question de différents modèles théoriques pour comprendre les effets des médias de masse sur l'opinion publique, j'aimerais vous dire que je sais qu'on parle beaucoup d'éléments qui peuvent être presque liés à une théorie de conspiration. Mais le fait est que ce n'est pas une théorie de conspiration. Ce sont des éléments qui sont encore une fois très connus de par les gens qui participent à l'élite et qui font partie de cette élite politique, de cette élite médiatique occidentale. À titre d'exemple, je ne ferai que citer Thierry Lelay, Patrick Lelay, l'ancien président de TF1, la principale chaîne de télévision française, qui va dire dans une entrevue « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre 2 messages. C'est ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. » Voici donc la dernière illustration finalement d'à quel point le jeu médiatique et le rôle de l'information ne peut pas être vu au premier niveau. On doit impérativement, pour comprendre le rôle du journaliste et le rôle des médias d'information dans son ensemble, que ce soit sous sa forme électronique, sous sa forme traditionnelle, nous devons impérativement comprendre les forces qui affectent la production du journaliste et comprendre également le jeu que ce journaliste doit jouer pour être ultimement en mesure d'avancer l'intérêt du public.